Lorsque la première vidéo sur les 8 salopards est sortie sur la chaîne, j'y ai avancé la thèse suivante. Tous les personnages de ce film sont non seulement odieux, mais aussi absolument menteurs. Parmi les commentaires, la question revenait souvent. Et John Ruth? Qu'on me mette en pièces 3 chiens enragés. Tu es bien le bourreau, Bob Ruth. Je suis John. Après tout, il semblait honnête jusqu'à la dernière balle. Un vrai franc-parleur, qui dit ce qu'il pense, droit dans les yeux, sans mâcher ses mots et sans cacher ses intentions. 10 000 $. C'est mon argent, les gars. Je n'ai pas l'intention de partager. C'est précisément ce qui m'a poussé à faire une vidéo séparée où je vais révéler pourquoi John Ruth est en réalité aussi menteur. Mais ses mensonges sont bien plus complexes et profonds qu'ils n'y paraissent à première vue. La musique est terminée. Quoi? Non! Quelques autres commentateurs accusaient-on déjà le réalisateur lui-même de l'illogisme des actions des personnages. Pourquoi les bandits n'ont-ils pas éliminé John Ruth dès son arrivée et ont-ils commencé à jouer cette comédie? Eh bien, il y a une explication tout à fait logique à cela. Nous allons tout analyser dans cette vidéo. Nous aborderons aussi le phénomène des chasseurs de primes et le lien entre John Ruth et la théorie de la dissonance cognitive de Léon Festinger. Découvrons ce personnage. Les bandits s'en semblent avoir agi très stupidement et sans logique en ne tuant pas John Ruth dès son arrivée sur le seuil de la mercerie. Frappe du pied! Ferme la porte. Pourquoi organiser tout ce cirque de tromperie? Autant en finir avec lui sur place et libérer des Idomergues. Ils sont armés et plus nombreux. Mais ce n'est pas si simple. John Ruth n'est pas le genre d'homme qu'on prend facilement par surprise. Ce n'est pas un hasard si on le surnomme le bourreau, c'est-à-dire celui qui amène le criminel vivant à l'exécution. Cela veut dire qu'il est habitué au danger permanent. Remarquez qu'il lâche rarement son fusil. Il ne le fait que quelques fois, littéralement, et il a aussi un revolver à la ceinture. Le mien est toujours avec moi. Je vais te protéger. La réputation de John Ruth le précédait, et les criminels savaient exactement à qui ils allaient avoir affaire. Alors, tuer ce salaud avant qu'il ne tue Daisy n'est pas facile, mais croyez-moi, c'est exactement ce que nous allons faire. Le mot-clé, c'est la patience. Toute action contre lui pouvait finir en fusillade, c'est pourquoi une attaque directe semblait trop risquée. En plus, Ruth avait un otage, Daisy, qui était trop importante pour eux pour risquer qu'elle soit abattue immédiatement en cas de conflit ouvert. Qu'on soit 4 ou 40 n'a pas d'importance. Daisy est enchaînée à John Ruth, son revolver braqué sur le ventre de ma sœur. Daisy Domergue est une criminelle extrêmement dangereuse. Sa tête est mise à prix pour 10 000 $. Évidemment, on ne met pas une telle prime sur la tête d'une innocente petite fleur. John Ruth, surnommé le Pamétaner. Mais le pendu le comprenait bien. Il savait qu'en transportant un criminel dangereux, tout pouvait arriver. Ainsi, dès le début, il affiche une prudence proche de la paranoïa. L'un des gars n'est pas celui qu'il prétend être. C'est son complice. Voilà qui il est. Il braque son arme sur le major. Hé, arrête-toi le noir. Avant d'avancer, sors tes 2 revolvers et pose-les sur ce rocher là-bas. Puis il braque aussi son arme sur le shérif. Tiens la lanterne d'une main et garde l'autre bien visible pour moi. De plus, Ruth oblige même le major à voyager menotté. Mets-les. Je ne mettrai pas les menottes. Mets-les tout de suite ou je t'épargnerai d'autres soucis. Qui a dit que les bandits n'avaient vraiment pas tenté de liquider Ruta dès le début. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. D'abord, il y a eu la tentative de Bob le Mexicain, alias Marco le Mexicain, qui a essayé d'attirer Jean à l'écurie sous prétexte de l'aider avec les chevaux. Attends, espera mí. D'abord, il faut déplacer ces chevaux. Aidez-moi si vous voulez que ça aille plus vite. La tentative a échoué. Pour cela, j'ai un assistant. Ensuite, Joe Gage, alias Grouch Douglas, a tenté sa chance. Ces scènes figurent dans la version du réalisateur. À ce moment-là, Joe Gage voulait vraiment tirer sur Ruth. Ils ont même fait signe à Daisy qu'ils étaient prêts. Mais ici, il y a eu un tournant important. Daisy a clairement fait comprendre qu'il ne fallait pas le faire parce qu'il y avait encore 2 hommes armés avec John. D'abord, elle a désigné le premier. Le nouveau shérif de Red Rock voyage avec nous. Ouais, le shérif de Red Rock, tu parles. Puis elle a annoncé le second avec une blague. Si c'est vraiment le shérif, alors moi je suis l'oncle d'un singe. Très bien.
Partage tes bananes avec ton copain noir, le chasseur de primes. Et Joe Gage a reculé. Alors, le nouveau shérif de Red Rock voyage avec vous? On dirait qu'il va falloir employer la manière forte. Un peu plus tard, quand le cocher et Ménix sont revenus, Asphaldo a demandé des précisions sur la deuxième personne qui n'était pas encore revenue de l'écurie. Qu'est-ce qu'elle voulait dire en parlant du nègre chasseur de primes? Le nègre, le chasseur de primes. Il la protège aussi? On peut aussi supposer qu'Osvaldo Mowbray, alias Pete Hickox, avait son propre plan. Quand John Root entre dans la pièce, il se dirige d'abord vers la cafetière et se sert une tasse. Après une gorgée, Root recrache instantanément la boisson et la verse par terre. Mon Dieu, comment pouvez-vous boire ça? Il n'a pas ce problème. Merde, où est l'eau du puits? On peut supposer que le café était déjà empoisonné, mais que quelqu'un a exagéré avec la dose et c'est pour ça qu'il avait un goût aussi dégoûtant. Ce n'était pas le café de Minnie, car plus tôt, on a vu que les bandits buvaient déjà son café chez elle. Le meilleur café de la montagne. Eh ben, j'en doute. Les cochers l'aiment bien, mais les passagers pas tellement. Il n'y avait pas d'allusion à ce qu'il soit aussi dégoûtant. Alors, qu'en dis-tu? Tu peux encore te sauver. John Russ en a aussi bu plus tôt, et il était déjà chez Minnie, car il la connaît bien. Où est Minnie, cher Dave? Donc le café n'est certainement pas la boisson de Minnie. Il a été préparé par l'un des nouveaux arrivants. Peut-on supposer que le café n'est pas empoisonné, mais simplement affreusement préparé? C'est possible, mais vu que John Ruth n'est pas non plus un barista, il a aussitôt préparé le café lui-même au goût acceptable. Où sont les grains de café? J'ai aussi préparé du café ici. Tout le monde en a bu après, sans aucune plainte. Merci. Quelque chose a influencé le goût du café, et c'était peut-être justement le poison. Mon Dieu tout-puissant, est-ce que ce Mexicain fait tremper ses chaussettes dans sa tasse? Pourquoi est-ce que je pense que c'est Mowbray qui a préparé le café? Eh bien parce qu'il savait exactement où étaient les grains et l'eau alors qu'il était ici pour la première fois. Où est l'eau du puits? Elle est là-bas. Où sont les grains de café? Là-bas. Quand on entend l'expression chasseur de primes, on se rappelle involontairement les westerns classiques, où chaque criminel avait une affiche avec l'inscription « mort ou vif ». Cependant, les chasseurs de primes ne sont pas seulement des personnages de cinéma, mais une véritable partie du système juridique américain, qui existe encore aujourd'hui. Cette pratique vient d'Angleterre au Moyen-Âge, où le gouvernement payait des personnes pour capturer des criminels en fuite. Elle a vraiment prospéré aux États-Unis après 1873 années où un événement a servi de base à sa légalisation. C'est en 1873 que la Cour suprême, dans sa décision sur l'affaire Taylor contre Tainter, a souligné que les chasseurs de primes faisaient désormais partie du système d'application de la loi aux États-Unis. Ces chasseurs travaillaient pour des garants, personnes ou entreprises payant une caution pour libérer temporairement des criminels avant leur procès. Si la personne s'échappait, il était légal d'engager quelqu'un pour retrouver le contrevenant. C'est là qu'intervenait le chasseur de primes, chargé de retrouver le fugitif et de le présenter au tribunal. D'ailleurs, en anglais, le terme chasseur de tête a un sens quelque peu différent, en appelant ces personnes bounty, ce qui se traduit par récompense. Autrement dit, il ne chasse pas des têtes, mais une récompense. Ce qui est clairement visible dans Les 8 salopards. Je protège tes 8000 et toi tu protèges mes 10 000. Ça marche? Les chasseurs de primes modernes sont bien sûr loin des images qu'on nous montre dans les films. Même si leurs pouvoirs sont vastes, la loi les limite toujours. Par exemple, les chasseurs de primes peuvent traquer un fugitif au-delà des frontières d'un État, ce que les policiers ne peuvent pas toujours faire, contrairement aux fédéraux. Ils peuvent enfoncer des portes sans mandat et utiliser des armes, mais uniquement contre ceux ayant enfreint leur caution. Même avec plus de liberté que la police, ce travail reste très risqué. Beaucoup de criminels ne se rendent pas sans se battre, et la moindre erreur peut coûter au chasseur sa carrière, voire sa vie. Cependant, il arrive aussi des erreurs. En Virginie, par exemple, un chasseur de primes s'est trompé de maison et a tué une personne innocente, ce qui a relancé le débat sur la sécurité de cette profession. Aux États-Unis, les chasseurs de primes exercent toujours. Cependant, cette pratique n'est pas autorisée dans tous les États. Par exemple, dans les États de l'Illinois, du Kentucky, de l'Oregon et du Wisconsin, la chasse aux primes est interdite.
En Californie et au Texas, ils ne sont autorisés à travailler que s'ils possèdent une licence. Bien que les méthodes de travail des chasseurs de primes aient beaucoup changé, l'essence reste la même. Si une personne ne se présente pas au tribunal, quelqu'un doit la ramener. Le principe mort ou vif est désormais révolu. Voilà pourquoi John Ruth agit selon la législation moderne. Quand il est dit « mort » ou « vif », d'autres auraient ramené un cadavre sur la selle. Si c'est le bourreau qui t'attrape, tu seras pendu. Pourquoi était-il si important pour John Ruth d'amener la personne vivante ? Il est curieux que le surnom de John Ruth en anglais soit Hangman, ce qui se traduit par bourreau ou exécuteur. Lorsque Oswaldo Mowbray se présente comme bourreau, en anglais ce mot sonne exactement comme le surnom de John Ruth. Autrement dit, ils sont tous les deux des bourreaux, l'un par son surnom, l'autre par sa profession. Même si, bien sûr, c'est un faux bourreau. Le surnom de John Ruth, le bourreau, lui vient du fait qu'il ramenait toujours les criminels vivants pour qu'ils soient pendus légalement, refusant de les tuer sur place. Mais voici la question clé. Pourquoi faisait-il cela ? Pourquoi est-ce si important pour vous de la pendre précisément? Dans le film, il répondait différemment chaque fois qu'on lui posait la question. Je ne veux pas priver le bourreau de son travail, il doit aussi vivre. Personne n'a promis que ce serait facile. Et puis, elle ne devrait pas être aussi dangereuse. Ce qui indique que la véritable raison est probablement autre. La première chose qui vient à l'esprit, ce sont des penchants sadiques. John Ruth était toujours présent lors des exécutions, et il racontait lui-même avec plaisir à quel point il appréciait le processus. Tu vas regarder? Oh, bien sûr. Je veux entendre de mes propres oreilles le craquement du cou. Mais cette hypothèse s'effondre si on regarde de plus près son comportement. Si le sadisme était la principale raison, John aurait pu satisfaire ses penchants directement pendant le transport. Il avait suffisamment d'occasions d'exercer son pouvoir sur les criminels qu'il transportait. Conduire ce criminel à l'exécution en risquant sa propre vie n'aurait pas été logique, donc la raison doit être ailleurs. Une autre hypothèse possible est le manque de confiance dans la justice. Peut-être que John Ruth voulait s'assurer lui-même que la sentence serait appliquée, d'où sa présence aux exécutions. Il voulait garantir la justice comme un bourreau personnel pour les criminels. Cependant, cette version soulève aussi des doutes. Si John Ruth ne faisait pas confiance au système judiciaire, il serait logique de supposer qu'il ne ferait pas non plus confiance aux ordres eux-mêmes. Mais nous ne voyons aucun signe qu'il doute de la légalité de la sentence de ceux qu'il livre. Il accomplit son travail avec assurance, sans remettre en question le système. Donc ce n'est pas une question de confiance. Peut-être que John Ruth est juste obsédé par les règles, les lois et l'ordre. Il croit que chaque criminel doit être jugé et exécuté selon la loi. Pour lui, c'est le rituel même de l'exécution de la justice qui compte, mais cette version ne tient pas la route. Parce que ramener un criminel mort n'est pas une violation des règles. La loi dit clairement dans ce cas, vivant ou mort. Ramener mort, c'est aussi agir selon la loi. La cause la plus probable est la fierté et la vanité. John Ruth était connu comme un chasseur de primes qui ramenait toujours les criminels vivants. Et cela est sans devenu sa carte de visite et l'a rendu unique parmi les autres chasseurs. Dans un monde où chaque chasseur de primes peut tuer un criminel et ramener son corps pour toucher la récompense, Ruth se distingue par son approche, affirmant ainsi sa réputation de pendu, celui qui va jusqu'au bout. Si tu es attrapé par le pendu, tu seras pendu. Le fait d'être présent sur la place, où chacun sait que c'est cet homme qui a conduit le criminel à l'exécution en risquant sa vie, flatte sans doute son amour-propre. Mais je pense que même si c'est vrai, dans une certaine mesure, la raison est encore plus profonde. Et pour l'expliquer, nous allons nous référer aux travaux du psychologue Léon Festinger. Nous pensons souvent que nos pensées et actions sont toujours cohérentes et que nos actes suivront forcément nos convictions. Mais la réalité est souvent bien plus complexe. Imaginez que vous êtes un militant écologiste engagé pour la protection de l'environnement et opposé à l'utilisation des vols en avion, car les avions sont considérés comme l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Vous choisissez de traverser l'océan en yacht solaire plutôt que de prendre l'avion pour une conférence internationale. Ce mode de voyage écologique est le symbole de vos principes.
Cependant, il s'avère bientôt que pour ramener le yacht, il a fallu envoyer 2 membres d'équipage en avion. On pourrait penser que votre action devait symboliser la lutte contre la pollution, mais en réalité le résultat a été tout le contraire. Au fait, écrivez dans les commentaires si vous avez deviné de qui il s'agit. À votre avis, que se passe-t-il dans votre tête à ce moment-là ? Bien sûr, vous commencez à ressentir une tension intérieure, un conflit entre vos convictions et vos actions réelles. Ce conflit s'appelle la dissonance cognitive. La théorie de la dissonance cognitive a été développée par Léon Festinger en 1957 et décrit précisément ce genre de situation. Lorsque nos pensées et nos actions se contredisent, cela provoque un grand inconfort, et nous faisons tout notre possible pour éliminer cet inconfort. Dans l'exemple donné, l'activiste pourrait se trouver une excuse. Oui, il a fallu envoyer l'équipage en avion, mais cela a quand même attiré l'attention sur le problème des émissions et a permis de soulever un sujet important. Et ainsi réduire la dissonance. Quel est le rapport avec John Root ? Je pense que c'est très direct. En apparence, Root semble être un chasseur de primes grossier et brutal. Je remarque que tu serais prêt à envoyer une femme à la potence. Tu l'appelles une femme ? Mais si on regarde de plus près, on verra qu'au fond, c'est quelqu'un de bien plus sensible et vulnérable qu'il ne veut le montrer. Un exemple, et c'est sa réaction au jeu de guitare de Daisy. Oui, celle que tu chantais dans la diligence. Elle est très belle. À ce moment-là, Root semble s'adoucir, sa façade dure se fissure. Un autre point important, c'est son attitude envers la lettre d'Abraham Lincoln. La vieille Mérito. C'est touchant. Il est le seul à vraiment croire à l'authenticité de la lettre et à la lire avec autant d'émotion. Cela montre que Root, malgré sa cruauté, reste un idéaliste qui veut voir quelque chose de bon et de juste dans le monde. Observez sa réaction en apprenant que la lettre est fausse. Alors, ce qu'on dit sur vous, c'est vrai ? De vos sales bouches ne sortent que des mensonges ? Appelle ça comme tu veux. Moi, je trouve que c'est un mensonge lâche. Je pense que c'est justement pour ça qu'il s'appelle Root. En anglais, le mot root se traduit par miséricorde, compassion. Si vous avez encore des doutes, souvenez-vous de ce que John Root a fait en premier quand il a été empoisonné. Exactement, il a prévenu Mennings et lui a sauvé la vie. Mennings, mon Dieu. Ah! Donc oui, en réalité, au fond de lui, il est vraiment miséricordieux. Mais en même temps, il a une cruauté et une tendance évidente à la violence. Comme on le sait, à un degré ou à un autre, chacun de nous en possède, comme un sous-produit de l'évolution. Et c'est précisément ici que John éprouve une dissonance cognitive, un conflit entre sa nature cruelle et son désir intérieur de miséricorde. Selon la théorie de Festinger, lorsque nos croyances et nos comportements sont en contradiction, nous éprouvons une dissonance cognitive dont nous cherchons à nous débarrasser. Pour John Root, cette dissonance se manifeste par la nécessité de créer son propre code, qui l'aide à organiser ses contradictions. Il ne veut pas envoyer personnellement des gens dans l'au-delà. C'est trop proche du meurtre, et cela contredit son code intérieur. C'est pourquoi il fait un compromis avec sa propre conscience. Il endosse le rôle d'instrument de la justice, en ramenant les criminels vivants et en assistant à leur exécution, mais sans les tuer de ses propres mains. Ce code lui permet de participer à la répression et de satisfaire ses instincts animaux tout en gardant les mains propres et en restant apparemment irréprochable, se sentir partie prenante de la loi en maintenant sa cruauté dans les limites de ses convictions tout en évitant de ressentir la culpabilité liée au meurtre. Il s'avère que John Root se retrouve constamment en conflit entre la cruauté et la miséricorde. Et, en essayant de surmonter ce conflit, il s'invente son propre code de chasseur de primes. Il faut pendre uniquement les pires crapules. Mais les pires, il faut les pendre. Si tu es attrapé par le pendeur, tu seras pendu. Et ce n'est rien d'autre que ce même mensonge voilé, propre à chacun des 8 dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, de quoi parlent les 8 salopards, alors bien sûr je vous recommande de la regarder. Vous savez où trouver le lien. Et si vous voulez que j'analyse un autre personnage des 8 salopards, faites-le moi savoir en likant cette vidéo. En fonction du ratio de likes par rapport aux vues, je comprendrai qu'une telle analyse est nécessaire. Et si vous voulez préciser le personnage, écrivez son nom dans les commentaires.